Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une application des services cryptographiques. Donc, l'application, elle s'intéresse aux architectures de paiement électronique, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le commerce électronique. Comment on arrive à le mettre en utilisant, bien entendu, tous les services qu'on connaît jusqu'à présent concernant la cryptographie. Alors, dans ce modèle, l'idée est de proposer une solution en rapport avec tout ce qui est commerce électronique. Alors, le commerce électronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de dépasser un peu les contraintes de temps et d'espace. Dans le commerce classique, vous voulez acheter quelque chose, vous êtes obligé de vous déplacer au lieu du commerce. Bien entendu, il faut respecter les horaires de travail de ce commerce. Donc, si vous êtes en dehors des heures de travail, vous ne pouvez pas acheter. Si vous êtes en dehors de la zone, vous ne pouvez pas acheter. Et donc, le commerce électronique, quand même, il apporte un plus. Et ça, c'est un peu la caractéristique du numérique d'une manière générale. Le numérique permet de dépasser ce qu'on appelle les contraintes de temps et d'espace. Alors, on va voir que effectivement, on peut avoir des avantages. C'est quoi? C'est la disponibilité 24 sur 24, 7 sur 7. Ça veut dire que on dépasse les normes euh, du temps. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre des serveurs de commerce électronique qui fonctionnent H24 et donc du coup le service est disponible tout le temps. Exemple simple, maintenant, beaucoup de compagnies aériennes, vous pouvez acheter un billet d'avion à n'importe quel moment. C'est-à-dire le matin, le soir, l'après-midi, dans n'importe quel moment, vous pouvez faire les achats automatiques. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer vers l'agence de voyage ou l'agence de la compagnie aérienne pour pouvoir acheter votre billet. Donc, vous pouvez l'acheter de chez vous, à partir de votre bureau, de n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Autre chose, c'est quoi? C'est que grâce au commerce électronique, on a ce qu'on appelle l'ubiquité du business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rendre votre business, je dirais, qui est disponible et visible à partir de n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle l'ubiquité du business. Donc, à travers le net, là où il y a le net, automatiquement, votre business sera disponible et sera visible. Ça, c'est un peu le côté, je dirais, positif de la chose, mais il y a aussi un côté négatif de la chose. C'est quoi? C'est que, euh, en général, il faudrait que la, le commerce électronique soit dans une plateforme vraiment sécurisée, parce qu'il s'agit du finance, et en général, les êtres humains, d'une manière générale, ils ont beaucoup de réticences concernant leurs finances. Quand il s'agit de faire des transactions, il faudrait vraiment s'assurer d'avoir effectivement la transaction, qu'elle soit sécurisée et qu'elle aboutisse effectivement. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est concernant certains objets, je dirais, qui sont vendus. Alors, en général, ça c'est un peu la nature de l'être humain. Il veut acheter un objet, il a besoin de, je dirais, de toucher cet objet et de le palper avec ses mains. Pour, parfois, il a besoin de sentir cet objet, etc. Donc, tout dépend de la nature des objets. Vous voulez acheter un fruit, en général, vous sentez un peu la saveur du fruit, que le fruit n'est pas périssable. Donc, vous arrivez à le palper avec votre main. Et donc, ça vous donne que le fruit est ferme et il est bien portant. La même chose pour les femmes, par exemple. En général, quand elles veulent acheter des bijoux, en général, elles veulent bien palper le bijou et le voir, est-ce qu'il est rigide, il n'est pas rigide, est-ce qu'il est tenace, pas tenace, quelle est sa brillance, etc. De la même manière aussi, quand elles achètent par exemple les tissus, elles sont obligées de voir le tissu. Est-ce que c'est un tissu qui est résistant, pas résistant? Ensuite, voir le tissu, est-ce qu'il est transparent, pas transparent, etc. Et donc tous les aspects du tissu.
Et donc ça, c'est, je dirais, un peu le handicap quand on fait des achats à distance. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les faire. Alors, bien entendu, ce qui s'est passé à travers le monde, ils ont mis des règles un peu particulières pour l'achat en ligne. Vous entendez parler de la fameuse phrase satisfait ou remboursé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous faites des achats, vous avez toujours la possibilité de renvoyer l'achat si vous n'êtes pas satisfait. Alors bien entendu, on vous rembourse votre argent, mais ce qui n'est pas remboursable, c'est les frais de transport parce que la compagnie a payé les frais de transport et donc automatiquement vous êtes obligé de payer ces frais de transport. Donc ça, c'est un peu le côté, je dirais, réticent de la chose concernant euh, la, euh, le commerce électronique. Alors, maintenant, parmi les solutions qui ont été établies, vous savez que depuis un certain temps, il y a eu pour la mobilité des personnes et l'usage de la monnaie même à distance. Donc, il y avait des cartes Visa ou des cartes bancaires qui vous permettent, avec votre carte, c'est un moyen de transporter de l'argent sans l'avoir en liquide. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, mais qui n'est pas en liquide. Il est à travers votre carte bancaire. Et donc, là où vous êtes, vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Ça vous permettra d'avoir l'argent qu'il faut. Alors, parmi les cartes qui existaient, la fameuse carte Mastercard ou bien la carte Visa. Donc, comme son nom l'indique, la carte Visa, ça veut dire qu'elle est valable dans plusieurs pays. Donc, vous avez de l'argent et que vous pouvez consommer dans plusieurs pays. Alors, l'idée a été faite de développer une application ou un système de transaction électronique. Et donc, ce système-là, il a porté le nom de SET, S-E-T, qui veut dire Secure Electronic Transaction. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, bien entendu, protéger les porteurs de cartes, que les transactions qui seront faites, elles sont bien sécurisées, bien protégées. Alors, de l'autre côté aussi, il faudrait qu'il y ait une certaine, je dirais, euh, confidentialité. Donc, quand vous faites votre transaction, donc la transaction, il faudrait qu'elle soit effectivement, je dirais, euh, elle doit être sécurisée. Et donc, ce qui veut dire que les transactions doivent être chiffrées. Alors, bien entendu, le mécanisme de réalisation de ça, en général, quand vous faites des transactions, parfois, et dans beaucoup de cas, vous allez découvrir, par exemple, les marchands sur Internet. Cela voudra dire que vous ne connaissez pas le marchand. Donc, si on ne connaît pas le marchand, ça veut dire que un moyen sécurisé de contacter le marchand, c'est quoi? C'est d'utiliser la clé publique du marchand. Maintenant, comment s'assurer de cette clé publique? Bon, la solution, on a vu dans le cours, la solution, ça consiste à utiliser les certificats. Donc, Joop, la plateforme, va utiliser les certificats qui permettent de confirmer l'appartenance d'une clé publique à son détenteur, son propriétaire. Et bien entendu, on essaie quand même au niveau des transactions de garder une certaine intimité. C'est quoi? C'est quand vous avez, par exemple, le marchand, quand il va automatiquement vendre un produit, dans la pratique, dans la vie réelle, quand vous allez à votre supérette du coin, etc., ou n'importe quel, je dirais, marchand, vous achetez des objets, euh, le marchand, en général, il n'a pas le droit d'ailleurs de vous demander votre pièce d'identité, parce que vous voulez acheter des chaussures, vous achetez une chemise, il ne va pas vous dire quelle est votre pièce d'identité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Et là, dans les transactions électroniques, on essaye de garder quand même ce même principe pour ne pas divulguer quand même l'identité des gens qui vont faire des transactions électroniques. Alors cette règle, à vrai dire, dans les dernières années, depuis 10 ans ou 15 ans, cette règle, elle a changé relativement. C'est dans les nouveaux systèmes, beaucoup d'États s'immiscent un peu dans les transactions électroniques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres affaires telles que ce qu'on appelle
le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, etc. et autres, toutes ces opérations-là. Ce qui fait que maintenant, y compris l'État, veut savoir quelles sont les transactions que vous avez faites et avec qui. Donc cette règle d'intimité maintenant dans les systèmes je dirais, de transactions électroniques, elle commence à être brisée au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait 2 mois ou 3 mois, les différentes banques, y compris le CCP, ils ont demandé à tous les détenteurs de comptes de remplir un imprimé pour dire vous recevez de l'argent, vous recevez de l'argent de la part de qui, quel est le motif de cette réception, etc., etc. Et donc les États veulent de plus en plus s'immiscer dans la vie privée des gens. Donc le motif des États, c'est quoi? C'est de combattre un peu tout ce qui est transactions illicites telles que blanchiment d'argent, transfert de drogue, etc. Mais là, ça reste à un moment donné qu'on voit que les États s'immiscent trop dans les affaires internes des citoyens. Et là, il faut trouver une solution juste milieu pour ne pas offusquer un peu le citoyen et de préserver la sécurité globale d'un pays. Et donc là, dans cette transaction, c'est ce qui a été fait, c'est de préserver l'intimité, c'est-à-dire on ne divulgue pas les informations qui ne sont pas nécessaires. Alors, comment se fait justement les transactions? Donc, elle doit se faire en respectant un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles la confidentialité. C'est-à-dire que les ordres de paiement, etc., doivent être confidentiels. Donc, on n'a pas à divulguer, par exemple, l'identité de l'acheteur. On doit assurer aussi l'intégrité des transactions pour dire que je ne vais pas faire une commande, par exemple, pour dire je vais acheter 2 chemises. Par la suite, la commande, elle sera transcrite en disant la commande, c'est 2 chemises et un pantalon ou 3 chemises et un pantalon. Donc ça ne devrait pas se passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aucun n'a la possibilité de changer le message. Et ici, le message change, automatiquement, on a la possibilité de vérifier que ce message a changé. Et donc, du coup, la transaction, elle sera abandonnée et rejetée. Alors, de la même manière aussi, c'est de vérifier à un moment donné la légitimité je dirais, de l'utilisateur d'une carte bancaire. Donc, aussi bien pour le propriétaire de la carte bancaire que le marchand, chacun a ses propres soucis. L'utilisateur, son souci, c'est quoi? C'est de s'assurer que le marchand, c'est un vrai marchand et ce n'est pas une société, je dirais, qu'on appelle une entreprise écran, c'est-à-dire une entreprise il y a un site web, mais il n'y a pas d'entreprise derrière. De la même manière, l'entreprise, quand elle veut vendre, elle veut s'assurer aussi que le client, il est crédible et il peut payer la marchandise. Et donc, tous ces éléments-là doivent être garantis par ce système-là. Et bien entendu, on doit permettre à cette plateforme de transaction électronique qu'elle soit indépendante des systèmes sous-jacents, c'est-à-dire indépendante des systèmes d'exploitation qui utilisent cette plateforme. Alors, quelles sont les entités qui interviennent au niveau de cette plateforme? Bien entendu, vous avez le consommateur, c'est-à-dire le client, vous avez le marchand, vous avez la banque du client, vous avez la banque du marchand, et bien entendu, vous avez l'autorité de certification, puisqu'on utilise des certificats numériques, et vous avez aussi ce qu'on appelle une gateway, donc une passerelle de paiement. Pourquoi? Parce que dans la pratique, ce n'est pas dit que le client et le marchand ont des comptes bancaires dans la même banque. Donc chacun est libre de créer un compte dans la banque qui lui convient. Et donc du coup, on se retrouve avec des transactions qui vont mettre en jeu différentes banques. Et donc automatiquement, le système doit garantir cet échange, quelle que soit la banque de l'acheteur et quelle que soit la banque du marchand. Donc, comment pratiquement c'est fait? Ça, c'est fait en mettant en œuvre ce qu'on appelle une gateway ou bien une passerelle interbancaire, et c'est elle qui permet d'assurer les transactions et les communications entre les différentes banques.
Et donc, d'une manière visuelle, voici le schéma. Donc, ce que vous avez ici l'acheteur, grâce à Internet, puisqu'il fait une transaction sur le réseau. Voici le marchand. Et donc, il peut rentrer en communication avec le marchand pour faire passer des commandes, ensuite confirmer la commande et donner l'ordre de paiement pour les éléments qu'il a pu acheter. Et bien entendu, vous avez l'autorité de certification parce qu'on utilise des certificats pour pouvoir authentifier les clés publiques et les propriétaires de ces clés publiques. Vous avez la banque de l'acheteur et vous avez aussi la banque du marchand. Et donc, automatiquement, ce qu'il y a, c'est que vous avez une gateway, donc une passerelle, qui, elle va assurer la passerelle entre les différentes banques qui existent et ce qui permettra de réaliser une transaction, quelle que soit son origine et quelle que soit sa destination. Alors, les, euh, les règles de sécurité, c'est qu'on doit s'assurer de l'identité du client, je veux dire, l'identité en termes de client potentiel qui a c'est pas son nom lui-même qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est sa carte, qu'elle est valide et qu'il peut acheter avec cette carte. La même chose, on s'intéresse au marchand pour dire qu'il existe bel et bien et qu'il peut délivrer la marchandise et qu'il peut recevoir je dirais, le paiement. Alors, automatiquement, les messages, ils doivent être véhiculés de telle sorte à être ciblés vers les destinataires et que personne d'autre ne puisse être autorisé à pouvoir modifier ces messages ni les divulguer s'il n'est pas autorisé à voir le contenu. Donc, le numéro de l'acheteur ne doit pas être accessible au marchand parce que le numéro je dirais, de carte de l'acheteur, ce qui intéresse, il intéresse uniquement la banque. Il n'intéresse pas le marchand. Le marchand, ce qui l'intéresse, c'est d'être payé uniquement. Et donc là, on n'a pas à divulguer, par exemple, le numéro de carte ou le numéro de compte du client pour le marchand. Le marchand, ce qui l'intéresse, c'est juste d'être payé pour sa marchandise. Et de la même manière aussi, on avait dit qu'il fallait une certaine intimité, c'est que vous donnez l'ordre par la suite à votre banque de payer le marchand. Ben, la banque, elle n'a pas le droit de savoir qu'est-ce que vous avez acheté, parce que ça fait partie de votre vie privée. Quoique ces dernières années, ça fait une dizaine d'années, cette règle, elle commence à être bafouée. Et donc, y compris les États, ils veulent savoir tout ce que vous achetez, tout ce que vous recevez comme argent, etc., etc. Ça, c'est sous le prétexte de combattre le blanchiment d'argent et combattre le terrorisme et le transfert illégal d'argent. Et donc, à l'origine, ça, les banques ne devaient pas avoir connaissance de type d'achat que vous faites pour vous-même. Alors, comment on peut réaliser ça? C'est que vous avez le client qui, bien entendu, il doit posséder un compte dans une banque parce que toute la transaction se fait interbancaire. Et donc, automatiquement, dans ce modèle-là, il faudrait qu'avoir un compte dans une banque. Bien entendu, il faut avoir aussi, puisque le système fonctionne en utilisant les certificats numériques, on devrait avoir chaque intervenant doit avoir son certificat numérique. Ça, c'est vous comprenez pourquoi. Euh, le certificat numérique, ça permet de faire l'association du propriétaire avec sa clé publique. Et bien entendu, implicitement, ce propriétaire, il possède une clé privée. On sait que l'usage de la clé privée, pourquoi? C'est principalement pour signer des messages. Et donc, quand vous signez des messages, automatiquement, vous allez assurer la non-répudiation. Et bien entendu, une fois qu'on a tous ces éléments-là, automatiquement, le client, il peut passer une commande. Alors, votre interface, parce qu'en général, l'application, elle fonctionne avec des interfaces, interface côté client et interface au côté marchand. Et donc, l'interface, il va vérifier votre compte pour dire est-ce que vous êtes bien la personne qui possède la carte, etc., et qui peut faire cette transaction. Alors, une fois que c'est fait,
vous passez commande et automatiquement, vous allez donner l'ordre de paiement pour dire que voici ce que je veux acheter, voici le paiement pour lequel je suis d'accord, puisque quand vous passez commande, vous avez toutes les informations concernant les produits que vous voulez acheter. Et ces produits que vous voulez acheter, chacun a un prix, et donc automatiquement, on vous donne le devis de votre achat. Si ça vous êtes convaincu, automatiquement, vous passez à l'étape suivante pour payer la commande que vous avez sélectionnée. Alors, bien entendu, cet ordre de paiement, il va y aller automatiquement vers votre banque. Et donc, ça, c'est qui le fait, c'est grâce à la passerelle de paiement qui va automatiquement demander à votre banque l'autorisation. Voici l'autorisation de paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre banque, elle va débiter votre compte pour mettre l'argent dans le compte du marchand. Et une fois que cette demande, bien entendu, la banque, en général, elle accepte si votre compte, il est suffisamment, je dirais, alimenté, automatiquement, elle va donner ça, ce transfert vers le marchand. Et le marchand, bien entendu, il doit fournir le service ou la marchandise qui est demandée. Alors, pour réaliser ce système, on a introduit un nouveau concept qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Donc, le concept, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les signatures duales. Alors, une signature duale, donc l'idée, c'est quoi? C'est, vous avez ici un ordre de paiement et vous avez un ordre de commande. L'ordre de paiement, il est où? Il est destiné normalement, l'ordre de paiement est destiné vers la banque. Par contre, l'ordre de commande, il est destiné vers le marchand. Alors, naturellement, euh, le marchand, on avait dit que il n'a pas à savoir quelles sont les informations du compte, etc., et le débit de compte, etc. L'essentiel, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait un ordre de paiement associé à la commande. Et pour assurer le marchand, comment on peut faire ce genre de choses? On le fait grâce à ce concept de ce qu'on appelle une signature duale. Alors, cette signature duale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va, je dirais, associer l'ordre de commande avec l'ordre de paiement et que les deux ordres doivent être signés par le client. C'est-à-dire que le client va signer un ordre, une signature duale qui permet d'inclure à la fois l'ordre de commande et l'ordre de paiement. Et donc là, ça donnera l'assurance au marchand pour dire que la commande qu'il a reçue, elle est bien associée à un ordre de paiement équivalent. Et donc là, donc il sera sûr qu'il sera payé pour cette commande. Alors techniquement, comment on fait les choses? C'est que vous avez un ordre de paiement, donc qui est associé à un ordre de commande. L'ordre de commande, c'est quoi? C'est un peu la commande que vous allez établir sur le net. Vous connectez à un serveur de l'entreprise ou du marchand. Vous allez sélectionner un ensemble je dirais, de produits. Et bien entendu, chaque produit a un prix. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous devez payer la somme équivalente à votre commande. Et donc, euh, pour le faire, c'est quoi? C'est que je dois avoir deux informations. La première, c'est l'information qui est euh, l'ordre de commande et vous avez l'ordre de paiement. Et du coup, automatiquement, euh, l'ordre de paiement, qu'est-ce que je fais? Je vais lui faire un haché. Et donc, j'obtiens l'ordre de commande qui est haché. Pour le paiement, je vais avoir l'ordre de paiement haché. Et donc, j'ai l'ordre de paiement qui est haché. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, automatiquement, je vais prendre le premier au deuxième. Vous voyez ces deux barres parallèles, c'est quoi? C'est, à vrai dire, la concaténation de l'ordre de paiement associé à l'ordre de commande. Alors, ce nouveau message-là, lui-même, je vais le hacher encore une deuxième fois. Et qu'est-ce que je fais? Je vais le chiffrer avec
la clé de privée du client, puisque c'est lui qui a demandé la commande et c'est lui qui a demandé l'ordre de paiement. Et donc, du coup, j'obtiens une signature. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la signature duale. Donc, signature duale, pourquoi? Parce qu'à vrai dire, je n'ai pas signé une information, mais j'ai signé deux informations, d'où le nom de signature duale, qui veut dire deux. Donc, vous avez un ordre de paiement et un ordre de commande, et donc j'ai signé les deux et je les ai associés dans un même message, d'où le nom de signature duale. Alors, automatiquement, la signature, c'est elle qui permet de donner l'assurance au marchand pour lui dire qu'effectivement, ce qui a été commandé chez toi, il y a eu bel et bien un ordre de paiement qui a été associé à cette commande. Et donc, du coup, il a l'assurance d'être payé par la banque du client. Alors, comment justement les choses sont utilisées? Donc, vous voyez ici ce qui est fait. J'ai l'ordre de paiement et automatiquement, j'obtiens le haché. Alors, l'ordre de paiement, automatiquement, il va passer directement vers la banque. Parce que quand vous donnez un ordre de paiement, vous allez communiquer entre vous et votre banque. Bien entendu, vous communiquez avec d'une manière sécurisée, c'est-à-dire que l'ordre de paiement, il sera chiffré par la clé publique de votre banque. Une fois arrivé, la banque va le déchiffrer pour savoir quel est cet ordre de paiement. Alors, de l'autre côté aussi, ce que vous avez une commande que vous avez établie et que vous voulez envoyer vers le marchand. Avec le même principe, vous avez votre ordre de paiement, ordre de commande qui sera chiffré par la clé publique du marchand et donc il sera envoyé vers le marchand. Alors, en plus, le marchand, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va recevoir aussi, regardez ici, ça c'est le hachet de l'ordre de paiement. Donc, le hachet de l'ordre de paiement, il sera envoyé aussi au marchand. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ben, tout simplement, regardez ici ce qui se passe. Ça, c'est le haché de l'ordre de paiement et ça, c'est le haché de l'ordre de commande. Qu'est-ce qu'on a fait? On a les acomptes caténés. Ensuite, on a fait le haché et on les a chiffrés avec la clé privée du client. Et donc ça, c'est ce qui donne je dirais, la signature duale. Et donc cette signature duale, elle est envoyée aussi bien pour le marchand que pour la banque. Et donc là, pourquoi? Parce que ça, au niveau de la banque, ça permettra d'associer ce paiement à quelle commande. Et donc, on arrive à faire l'association. Pourquoi? Parce que ça permet de dire que cette commande, elle a été payée. Et donc là, on ne pourrait pas, par exemple, rejouer le scénario pour dire un marchand qui a été payé et donc il va réclamer pour dire, tiens, je n'ai pas été payé. Là, en ayant ces informations, on peut toujours vérifier que telle commande, elle a été payée par tel ordre de paiement. Et donc ça, d'où la nécessité d'avoir la signature duale à ce niveau-là. Par contre, au niveau du marchand, lui, quand il va recevoir ici l'ordre de commande, donc ce qu'il a eu, il a eu l'ordre, le hachet de l'ordre de paiement. Et comme il a reçu aussi la signature duale, il va pouvoir le vérifier donc, il va pouvoir le vérifier avec la signature duale qui a été envoyée à la banque. Et donc, du coup, quand il va vérifier cette signature, il peut extraire l'ordre de paiement et il va le vérifier. Donc, ici, il va extraire le haché de paiement ainsi que le haché de la commande. Et il va pouvoir le vérifier. Et donc, il va voir qu'il y a eu une association entre l'ordre de commande et l'ordre de paiement associé. Alors, les transactions qui sont réalisées, c'est vous avez, à vrai dire, la commande, l'autorisation de paiement et le paiement en lui-même. Donc ça, c'est à vrai dire les grandes tâches qui sont réalisées par cette plateforme pour réaliser le paiement électronique. Alors, voici la requête du client. Donc, c'est ce que j'avais dit, ça, c'est l'ordre de paiement. Et donc, on a la signature duale et on a le haché de la commande. Donc, tous ces éléments-là, en général, on les fait comment?
C'est que le principe, on avait dit, pour accélérer un peu le processus de chiffrement, on utilise toujours une clé de session. La voici. Ça veut dire que le client, son navigateur, je dirais l'interface client, qu'est-ce qu'il fait? Il génère une clé de session. Alors, il va chiffrer, on va dire, tous ces éléments-là. Donc, l'ordre de paiement, la signature duale, ainsi que le haché de la commande. Et donc, il obtient cette partie-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Cette clé de session elle-même, il va la chiffrer avec la clé publique de la banque. Donc, automatiquement, pourquoi? Parce que tout ça sera envoyé vers la banque. C'est ce que j'avais dit que euh, tous les messages doivent être chiffrés. Donc, automatiquement, personne ne pourrait intercepter ce message pour le lire. Seule la banque peut le lire. Et donc, du coup, la clé de session, elle est chiffrée par la clé publique de la banque. Et donc, du coup, là, on obtient ce qu'on appelle l'enveloppe digitale. L'enveloppe digitale, c'est quoi? C'est autre que le chiffré de la clé de session. Et bien entendu, on envoie la, l'autre partie, donc ce qu'on a, c'est euh, qui est envoyé, tout ça, c'est chiffré par la clé publique de la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette information-là, au niveau du marchand, quand il va recevoir ça, il ne pourra pas lire cette partie-là. Donc, toute cette partie-là, il ne pourra pas la lire. Par contre, ce qui est accessible, c'est uniquement ça, le haché de l'ordre de paiement. Et donc, lui, il va recevoir l'ordre de commande, la signature dual et bien entendu le certificat numérique qui permet d'extraire la clé publique du client. Pourquoi? Parce que ça lui permettra de vérifier cette signature dual. Une fois qu'il vérifie cette signature dual, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir est-ce que l'ordre de paiement qu'il a reçu ici, c'est le même que l'ordre de paiement qui a été envoyé et chiffré vers la banque. Et donc ça, c'est ce qui lui donne l'assurance qu'il sera payé parce que sa commande, elle a été associée à un ordre de paiement. Alors, bien entendu, le marchand, quand il reçoit toute l'information, donc lui, cette partie-là, automatiquement, elle ne peut pas être visible. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà chiffrée avec la clé publique de la banque. Donc lui, ce qu'il va voir, c'est ces parties qui sont ici. Donc pour vérifier, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, automatiquement, l'ordre de commande, il va calculer son hachet et il va vérifier cet élément. Donc il va le prendre avec cet ordre de paiement qui est le haché de l'ordre de paiement, il va les concaténer, il va faire le haché, il va obtenir une signature duale. Donc cette signature duale, il va la comparer avec cette signature duale qu'il a reçue. Et donc comme il a le certificat, il peut déchiffrer avec la clé publique du client. Donc quand il déchiffre, il va avoir une autre signature duale. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer les deux. Si les deux sont exacts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre de commande, il est bel et bien associé à un ordre de paiement. Et cet ordre de paiement, il a pu le vérifier grâce à la signature duale qu'il a reçue à ce niveau. Donc ça, c'est le moyen qui permet à l'utilisateur de réaliser, je dirais, cette vérification au niveau de la réception de la commande. Alors, bien entendu, cette manière de faire automatiquement nécessite, à vrai dire, plusieurs opérations. Alors, ce qui a été fait par la suite, l'analyse de toutes ces opérations, c'est en termes de chiffrement, en termes de génération de signatures, de vérification de signatures, de déchiffrement, etc. On s'est aperçu que par la suite, ces étapes-là nécessitent quand même une surcharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont faites pour réaliser cette transaction. Donc, vous avez des messages qui sont échangés entre le client et le marchand, entre le marchand et la passerelle. Vous avez des signatures qui sont générées, des chiffrements, déchiffrements, aussi bien avec clé publique que clé de session. Et vous avez l'usage aussi des certificats. Donc, tout ça a fait que par la suite, on s'est rendu compte que cette plateforme génère une lourdeur au niveau de la réalisation
des transactions électroniques. Et donc, du coup, on était obligé de réviser cette manière de faire et d'avoir une architecture un peu plus souple et qui nécessite moins je dirais, de transactions je dirais, intervenant au niveau de cette plateforme. Et donc, c'est la chose qui a permis effectivement de donner naissance à une nouvelle architecture qui a analysé les choses et elle a essayé d'éviter par la suite la surcharge pour avoir une plateforme beaucoup plus souple et moins encombrante que celle de SET qui a été créée en premier lieu. Donc cette architecture-là, c'est un nouveau schéma de paiement donc, qui a été à l'initiative de la carte Visa. Et ça a donné naissance à une nouvelle architecture qui s'appelle 3D Secure. Donc, comme son nom l'indique, 3D qui veut dire le D qui veut dire domaine. Donc, on a essayé d'analyser un peu la plateforme de paiement électronique et on a pu en déceler trois parties. Et donc, ces trois parties, c'est-à-dire trois domaines. Donc, ce qu'on a comme domaine, c'est un domaine. Ça veut dire qu'on a essayé d'isoler d'un côté le client, de l'autre le marchand. Et bien entendu, entre les deux, il faudrait qu'il y ait une partie intermédiaire qui va jouer le rôle de passerelle entre les deux parties. Et là, ça a créé une nouvelle solution et une nouvelle vision des choses concernant cette plateforme. Alors, restez connectés. Moi, je suis obligé d'arrêter et de reprendre parce que la session, elle est limitée. Et donc, automatiquement, j'arrête et je reprends tout de suite pour continuer le cours. The recording has stopped. Rendu compte qu'il y a un peu plus de surcharge. Et en général, en informatique, souvent, on vise, tel qu'on l'avait toujours dit dans les principes de système d'exploitation, c'est de viser la rentabilité et donc l'efficacité des applications. Alors, automatiquement, pour arriver à ça, on a redécomposé un peu je dirais, la scène en ayant, à vrai dire, trois parties qui interviennent. Vous avez côté client. Quand je dis côté client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identification du client avec sa carte, ainsi que cette carte, elle est issue d'où? Elle est issue d'une banque. Ça veut dire que on assimile aussi bien le client avec sa banque, et de la même manière, on assimile le marchand avec sa banque. Et bien entendu, il y a un intermédiaire entre les deux. Et donc, cet intermédiaire servi, c'est, à vrai dire, la plateforme d'interopérabilité, ou bien ce qu'on appelle communément les passerelles entre les différents domaines. Et donc, c'est ce qui a été défini. Alors, dans ce système, donc ce que vous avez le client avec sa banque, vous avez le marchand avec sa banque, et bien entendu, vous avez le modèle ou la passerelle qui fait l'interopérabilité entre le client et sa banque, ainsi que le marchand avec sa banque. Et donc là, on voit qu'effectivement, le système a été réduit. Et donc, ce qu'on a, on a uniquement trois parties qui sont associées. Alors, vous avez bien entendu le client qui est porteur de cartes, et bien entendu, il a automatiquement un compte dans une banque. Et bien entendu, il possède un mot de passe qui lui permettra de pouvoir réaliser ces transactions. Ça veut dire qu'il faut se connecter dans l'interface client. Et ça, c'est en fonction de son mot de passe et de sa carte qui doit être les deux, qui doivent être valides. Alors, automatiquement, à chaque fois que le client se connecte, automatiquement, vous avez un serveur de contrôle qui, lui, permet de contrôler le client pour lui dire est-ce que le client peut réaliser la transaction ou pas. Alors, dans cette démarche,
on a la banque qui délivre effectivement la carte à un client potentiel. Et bien entendu, qu'est-ce qu'elle fait quand elle délivre la carte avec la validation du compte et de la carte? Elle donne ces informations à un serveur intermédiaire qui est le DS, Directory Server. Donc, le Directory Server, il peut à tout moment euh, vérifier est-ce que le client, c'est un client qui a le droit à l'usage de sa carte et de faire des transactions électroniques. Et donc là, les choses ont été centralisées au niveau de ce serveur. Alors, concernant le marchand, c'est la même chose aussi. Le marchand, il doit posséder un compte, il possède la possibilité de faire des transactions. Donc, automatiquement, on a la possibilité de vérifier le marchand et aussi bien de la même manière qu'on a fait avec le client. Et automatiquement, on vérifie à tout moment le marchand, est-ce qu'il peut participer à ces opérations de, je dirais, de commerce électronique. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un compte, etc., et qu'il adhère à ce système, donc il a un compte valide qui peut lui permettre de réaliser des transactions sur cette plateforme. Alors, automatiquement, ce domaine d'interopérabilité, il est au milieu des deux. Et donc, à chaque fois qu'un client se connecte, etc., on peut, le directory server qui contient toutes les informations de tous les clients potentiels, il peut savoir à tout moment est-ce que un client peut réaliser des transactions électroniques et il peut utiliser un compte avec sa carte. Alors, euh, en général, s'il est bon, donc automatiquement, euh, ça veut dire que dès qu'il introduit la carte, etc., et l'authentification, donc on vérifie son compte, est-ce qu'il est valide ou pas, etc. Dans le cas précis, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, les requêtes elles sont transmises au serveur qui est qu'on vient de définir, c'est-à-dire l'Access Control Server. Donc l'ACS, c'est quoi? C'est le serveur qui permet de contrôler les accès. Alors vous allez comprendre quel est l'intérêt de ce serveur. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est l'intérêt de ce serveur? À partir de son nom d'ailleurs. C'est Access Control Server. Mhm. Alors, personne ne suit ou non? Théoriquement, si vous suivez, vous pouvez facilement deviner l'utilité de l'Access Control Server, comme son nom l'indique. Alors, l'Access Server Control, ça fait partie des contrôles d'accès. Donc, au niveau des contrôles d'accès, il va enregistrer tous les contrôles des accès qui ont été réalisés. Et ça peut servir par la suite pour vérifier, pour avoir la non-répudiation. Donc, à un moment donné, le client a été authentifié et automatiquement, il a fait telle et telle requête et il ne pourra jamais nier avoir fait ça. Alors, euh, grâce à ce serveur qui contrôle l'accès, donc à chaque fois qu'il y a une opération, il va l'enregistrer dans le serveur d'history, donc Authentication History Server, qui va réaliser l'historique de toutes les transactions, et ce qui permet d'avoir l'historique de transactions. Alors, une fois que le client s'est authentifié, il a passé commande, il leur donne l'ordre de paiement, donc automatiquement les requêtes vont être aiguillées vers la banque, aussi bien du client que la banque du marchand, et ça, ce qui permet de réaliser par la suite la transaction financière. Et donc là, c'est le client d'un côté avec sa banque, et donc automatiquement, ça permettra de vérifier euh,
un client, quand il est connecté, de savoir est-ce qu'il a effectivement un compte au niveau de sa banque, etc. Et que son compte lui permet de faire des transactions. Une fois que c'est fait, automatiquement, il peut se connecter à un marchand. Il peut passer les commandes vers le marchand. Une fois que les commandes sont faites, il peut donner l'ordre à sa banque pour faire le paiement. Et donc, le paiement qui sera réalisé grâce à la, l'interface ou la passerelle de paiement vers la banque du marchand. Et donc ça, c'est le schéma global de transaction telle qu'elle est faite. Donc je peux la résumer avec, donc vous avez les premières étapes qui permettent de vérifier le compte de l'utilisateur et grâce à l'Access Control Server pour dire est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit, etc. Une fois que c'est fait, donc il pourra passer par la suite vers le marchand pour passer sa commande et donner son ordre de paiement. Alors, la transaction globale, elle est résumée par ce diagramme. Donc, ce que vous avez automatiquement, vous avez la connexion du client avec un marchand qui se trouve sur Internet. Une fois que c'est fait, on peut échanger les données entre les deux pour dire quels sont les produits, quelle est la commande que je veux réaliser. Alors, une fois que c'est fait, ce marchand, donc l'interface du marchand, va directement au directory server pour vérifier le client, est-ce qu'il est potentiellement, je dirais, solvable ou pas. Et donc, à partir de là, celui-là, il va contacter l'Access Control Server qui, lui, contient tous les comptes des clients par rapport à la banque. Une fois que c'est fait, il lui donne la réponse pour dire c'est OK. Et donc, à partir de là, euh, le marchand a l'assurance que le compte du client existe et qu'il peut faire la transaction. Automatiquement, il peut lui envoyer à ce niveau-là la facture de paiement. Cette facture, automatiquement, lui, il va la transmettre via l'Access Control Server pour sa banque pour émettre je dirais, l'ordre de paiement. Automatiquement, si c'est bon, il va lui répondre automatiquement. Et là, on met ici l'historique de la transaction je dirais, la transaction de paiement qui va prendre, à vrai dire, son chemin vers la banque du marchand. Et bien entendu, il recevra l'accusé de réception pour dire on a effectué un transfert de paiement concernant ta requête et cette requête, une fois arrivée à la banque du marchand va aviser le marchand du paiement et donc la commande a été bel et bien réalisée depuis le début, c'est-à-dire l'initialisation de cette commande jusqu'à la satisfaction de cette commande avec le paiement final. Et donc ça, c'est là le schéma qui permet de montrer effectivement les différentes parties je dirais, de la transaction. Alors, vous voyez ici à l'intérieur, toutes les communications se font avec TLS. Donc ça, c'est quoi? C'est un peu le protocole HTTPS qui est utilisé, qui lui utilise SSL. Et vous savez que SSL, une fois qu'il a été, je dirais, amélioré, il porte plus le nom de SSL, mais il porte le nom de TLS. Donc TLS n'est autre que la version améliorée de SSL. Ce qui voudra dire que toutes les communications qui se font entre les différentes parties, c'est des communications sécurisées, donc chiffrées. SSL, qu'est-ce qu'il utilise, ou TLS? Il utilise le principe de clé de session. Donc c'est le même principe. Pourquoi la clé de session? C'est pour aller vite. Mais comment utiliser la clé de session? En général, on génère la clé de session, on la chiffre avec la clé publique du destinataire et on chiffre le message avec la clé de session. Une fois arrivé, on déchiffre la clé de session et on arrive à déchiffrer je dirais, le message qui a été chiffré. Donc ça, c'est le système qu'on appelle le 3D, qui permet d'isoler, je dirais, les transactions en trois domaines. Le domaine
client, le domaine du marchand et le domaine d'interopérabilité ou bien ce qu'on appelle le gateway entre les deux. Alors, dans la même foulée, ça je l'avais fait, ça fait un peu plus de 10 ans quand même. Et on a pu le revoir par la suite dans mon équipe de recherche. Donc, on a fait euh, un travail lié au paiement électronique. Donc, on a commencé avec des solutions très simples. Ensuite, elles ont évolué. La dernière publication sur ce modèle-là, vous pouvez la consulter, elle existe sur Internet. C'est comment réaliser des paiements mobiles avec SMS. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on veut réaliser les choses d'une manière un peu plus évoluée. Pourquoi? Parce que dans le système, ce qu'on a remarqué, on a remarqué que dans tous ces systèmes, quel est l'handicap de tous les systèmes qui existaient? C'est de dire, tiens, chaque utilisateur doit posséder un compte bancaire. Donc, dans toutes les solutions qui ont été établies, elles se basent sur ça. C'est que chaque personne doit avoir un compte bancaire. Donc, moi, ce que j'ai fait avec mon équipe de recherche, c'est de leur dire tout simplement, tiens, si on essayait de dépasser cette contrainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques, surtout dans les pays sous-développés, vous n'avez pas des banques dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle cité. Donc, il y a des cités où il n'y a pas de banque carrément. Il faut faire des distances pour arriver à la première banque. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser carrément le téléphone. Et on sait que le téléphone, pour pouvoir le faire, vous êtes obligé d'alimenter votre téléphone. Donc, pour avoir des unités, vous êtes obligé d'acheter ces unités. Donc, tout l'astuce, c'est quoi? C'est vous achetez des unités, mais pour moi, l'achat d'unités, ce n'est pas uniquement réservé aux unités. C'est-à-dire que j'ai un compte au niveau de mon compte téléphonique que je peux utiliser pour consommer du téléphone, c'est-à-dire des services téléphoniques, mais je peux aussi l'utiliser pour ma consommation quotidienne, c'est-à-dire je peux faire des achats avec. Et donc ça, c'était l'idée de base qui a été faite et qui permet de lever un peu les contraintes. Donc vous avez maintenant le téléphone qui est répandu un peu partout, même dans les zones les plus éloignées. Et du coup, chacun peut faire des transactions, je dirais, grâce à son téléphone. Et ça donne, je dirais, une certaine souplesse à l'utilisation de ce modèle. Alors, là aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est quoi? On a essayé je dirais, euh, d'analyser la réalité. C'est quoi? C'est que effectivement, on ne peut pas s'en passer. Vous avez le client, vous avez le marchand. Et automatiquement, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir la gateway. Donc ici, la gateway, c'est par rapport à je dirais, entre le client et le marchand. Donc ce gateway, c'est quoi? C'est un gateway, à vrai dire, dans le réseau mobile. Donc pourquoi? Parce que aussi bien le marchand que le client possèdent des téléphones. Et donc les choses vont se passer des téléphones. Ça veut dire que moi, à mon compte, je paie, j'enlève de mon compte téléphonique et je verse dans le compte téléphonique du marchand. Et donc là, c'est vrai que dans certains pays, cette solution, elle pose un petit problème juridique. Le problème juridique, c'est quoi? C'est que beaucoup de pays n'admettent pas que les opérateurs téléphoniques réalisent des transactions financières. Alors que dans la réalité, euh, les transactions financières, elles sont réalisées, c'est-à-dire sans que les gens se rendent compte. C'est-à-dire même les pouvoirs publics, ils ferment un peu les yeux, mais réellement, il y a des transactions, je dirais, financières qui sont faites. Vous, quand vous allez faire ce qu'on appelle euh, le flexi vers votre téléphone, votre numéro de téléphone, le flexi, c'est quoi? C'est une transaction financière. Vous êtes en train d'alimenter votre compte téléphonique avec de l'argent. Ça, ce n'est autre qu'une transaction, je dirais, financière. Et moi, j'ai proposé que cette transaction financière peut être étendue, c'est-à-dire que je fais des transactions pour alimenter mon compte téléphonique, mais qu'est-ce qui m'empêcherait d'utiliser mon compte téléphonique pour faire des achats?
Et c'était ça la solution, l'essence de la solution, c'était ça. C'était d'avoir le téléphone qui peut servir comme moyen d'achat. Alors, automatiquement, euh, ce que j'ai identifié, donc j'ai identifié, je dirais, les trois éléments qui sont le marchand, le client et l'interface entre le marchand et le client. Pourquoi? Parce que le client, là, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire les mêmes conditions que celles des banques. Vous, quand vous avez votre téléphone avec un numéro de téléphone, ce n'est pas dit que votre téléphone appartient au même opérateur que celui du marchand. Ça veut dire tu peux avoir plusieurs opérateurs et le marchand comme le client peuvent être dans deux opérateurs téléphoniques différents. Et c'est pour ça qu'il y a cette gateway. Et bien entendu, ce qu'il y a derrière, c'est que je peux, à un moment donné, faire l'extension et d'alimenter un peu mes comptes, parce que moi, à la source, je veux alimenter mon compte, c'est quoi? C'est que je suis obligé d'aller vers ma banque. Donc, si j'ai une banque, je peux aller à la banque et je peux facilement retrouver, récupérer de l'argent à partir de ma banque vers mon compte téléphonique. Et c'est comme ça que les choses ont pu être réalisées. Alors, donc là, ce qu'on a fait, on a eu les trois possibilités, c'est côté marchand, côté client, eh bien, on a la gateway, c'est pour ça que j'ai dit que c'est the Mobile Payment Service Provider. Donc, ce que vous avez une gateway de paiement mobile grâce à des mobiles qu'on arrive à le faire. Et bien entendu, je peux trouver derrière la banque du client et la banque du marchand. Donc, ça, c'est une éventualité supplémentaire, comme je peux les supprimer directement, et ça permettra d'avoir uniquement les comptes clients. Et bien entendu, on a pu mettre en œuvre la solution, voici la solution globale. Et donc, automatiquement, il y a l'échange d'informations entre le marchand et le client pour avoir les commandes, etc. Une fois que c'est fait, le client peut demander le paiement à partir de sa banque. Donc, dans une autre solution, qu'est-ce qu'on a fait? On a même éliminé la banque. Qu'est-ce qu'on a fait carrément? C'est j'accède à mon compte téléphonique qui est alimenté et je peux facilement puiser à partir de mon compte téléphonique et pouvoir faire, je dirais, le paiement vers le marchand. Bien entendu, là, vous avez euh, la gateway. Pourquoi? Parce que le marchand, il peut être dans un opérateur qui n'est pas le mien. Donc, j'ai besoin de cette passerelle entre les deux. Alors, bien entendu, j'ai besoin aussi d'authentification concernant le marchand et le client. Donc, le moyen qui a été utilisé, c'est quoi? C'est une autorité de certification. Ça veut dire que chaque élément qui adhère à ce système-là doit posséder un certificat numérique. Et donc, vous avez le certificat numérique de chaque intervenant. Ça permettra effectivement d'authentifier la partie et de pouvoir réaliser les transactions, je dirais, euh, commerciales qui puissent exister. Et là, on va se retrouver effectivement avec une, je dirais, valeur ajoutée. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est dans une autre solution, ce qu'on a fait, on a quasiment éliminé, donc dans une solution améliorée, on a éliminé la banque des deux côtés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on préconise, c'est que de mettre les opérateurs, je dirais, téléphoniques comme étant des institutions qui sont autorisées à faire des transactions commerciales. Et là, par exemple, parmi les services qu'on a développés, c'est des services très simples, mais très utiles. Donc, imaginez que vous êtes déplacé vers une autre ville et à un moment donné, c'est le week-end, etc., les banques ne travaillent pas, etc., et vous êtes en rupture d'argent. Alors, cette solution qui a été développée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que votre papa ou votre ami, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire une transaction, c'est quoi? Et ça, c'est des transactions particulières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, c'est ici. Le marchand, à vrai dire, c'est qui? Le marchand, c'est votre papa ou votre ami. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire un transfert d'argent
de son compte téléphonique vers votre compte téléphonique. Et donc, du coup, il peut vous alimenter à tout moment, puisque le téléphone, il marche H24, et donc automatiquement, vous pouvez faire cette transaction et qui permet, à un moment donné, si on est au court d'argent, on peut facilement alimenter le compte à distance. On peut euh, réaliser toutes les opérations de transaction, je dirais, commerciales à partir de votre compte. Vous pouvez acheter, par exemple, y compris la supérette du coin. Donc, dans la supérette du coin, on n'est pas obligé d'avoir des comptes bancaires. Donc, ce qu'on a, on a le téléphone du client et on a le téléphone du marchand. Vous allez à la supérette, vous faites des achats. À la fin, ce que vous pouvez faire, c'est un transfert qui se fait de votre compte téléphonique vers le compte téléphonique du marchand. Et ça vous permettra effectivement d'avoir effectivement tous les types de transactions que vous pouvez faire grâce à un système simple qui utilise juste la téléphonie et l'opérateur téléphonique. Bien entendu, au niveau de l'opérateur téléphonique, on a rajouté la gateway, c'est-à-dire la passerelle inter-opérateur. Et d'ailleurs, cette application aussi, vous pouvez la trouver aussi, on l'a publiée aussi, euh, et vous pouvez la retrouver sur le net avec tous les détails concernant ça. Et d'ailleurs, concernant ce travail-là, on a terminé la conclusion avec un truc un peu particulier. Ça peut paraître comme un truc anecdotique, mais ça peut voir le jour. C'est-à-dire chez nous, c'est pas encore fait, mais je pense qu'on y arrivera un jour à avoir ça. C'est que concernant cette application, elle a beaucoup d'avantages. Par exemple, ici chez nous, ce qu'on a comme problème, c'est on a un problème de la petite monnaie. Donc, en général, quand vous allez acheter, vous avez toujours un problème de monnaie. Et, le marchand vous dit, tiens, on va arrondir le chiffre, etc. Si toi, tu vas acheter 1 kilo, il va te dire, non, il vaut mieux acheter 1,5 kg, comme ça, il n'y aurait pas de problème de monnaie, etc. Là, avec cette application, vous allez acheter au centime près. Ça veut dire que la somme exacte, vous allez payer la somme exacte et vous n'avez pas de problème. Et ça évite aussi tous les problèmes de monnaie qui existent sur le marché. Et ça peut même être utilisé dans des cas un peu inimaginables pour le moment. Par exemple, on l'a mis en conclusion comme service supplémentaire que je peux avoir. Euh, Par exemple, le cas de tout à l'heure, j'avais dit que vous étiez un peu coincé, votre papa, il vous a transféré de l'argent. Vous pouvez le faire ça aussi pour les dons. Ça veut dire que vous pouvez avoir à un moment donné, par exemple, ce qu'on appelle les dons qui peuvent être utilisés à grande échelle. Ça veut dire que, y compris ce qu'on connaît chez nous, sadaqat. Donc, tu peux تصدق على واحد en lui virant directement avec son compte téléphonique. Il suffit qu'il y ait euh, son compte téléphonique et ça, on l'a matérialisé avec une image simple. C'est quelqu'un qui est de passage dans la rue, il trouve quelqu'un, un mendiant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a rajouté un élément supplémentaire. C'est quoi? C'est le code QR. Donc le mendiant, il peut avoir un téléphone avec son code QR. Donc vous pouvez scanner son code QR et automatiquement vous pouvez lui virer la somme d'argent que vous voulez. Ça, c'est un peu, si tu veux, y compris le côté social dans un système qui est complètement numérique. C'est le moyen de faire les choses. Donc ça, c'était la dernière intervention et donc c'était la solution qu'on avait développée nous-mêmes et dont la réalité, on peut développer beaucoup de solutions qui s'inspirent de ça et qui permettent d'avoir une valeur ajoutée concernant je dirais, les transactions commerciales et le paiement mobile automatique. Donc ceci termine cette session. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.